Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, Dimitri m'a demandé de pouvoir présenter quelque chose sur les nanomatériaux. Donc, c'est un sujet extrêmement vaste. Donc, c'est absolument pas possible de parler des nanomatériaux en une demi-heure. Donc, je vais centrer mes propos sur leur emploi dans des activités de recherche et pas forcément dans le monde industriel, parce qu'on va avoir des changements de quantité. Donc déjà en replaçant le contexte réglementaire dans lequel on va évoluer, bien évidemment en donnant des définitions des nanomatériaux, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de nano au sens large, nanomatériaux, nanoparticules, quelles sont leurs caractéristiques, on parle même de nano-objets parce que c'est tellement vaste que plusieurs mots servent à définir ce domaine-là. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on peut faire comme évaluation des risques et moyens de prévention dans des activités de recherche. Et comme l'a dit Julien ce matin, sur les dangers, on n'a pas énormément d'informations sur les nanomatériaux que l'on manipule. Donc on va être amené à se préoccuper de l'exposition. Est-ce qu'il y a des situations d'exposition potentielle, et donc d'évaluer le risque d'exposition et de voir quels sont les moyens qu'on va pouvoir mettre en place. Alors le contexte réglementaire, ça va être extrêmement rapide. Il n'y a pas de spécificité ou de beaucoup de spécificité pour les nanomatériaux. En tout cas dans le monde professionnel, c'est la directive dont a parlé également je crois Julien ce matin de 89 qui s'applique et qui a été intégrée dans la loi de 91 avec des obligations pour le chef d'entreprise et des obligations pour le salarié. Donc les obligations du chef d'entreprise, elles sont extrêmement larges, elles englobent tous les aspects de prévention des risques professionnels et maintenant de la pénibilité, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation qui soit adaptée pour réussir cet objectif de prévention des risques professionnels. Donc les nanos n'échappent pas à cette règle-là, ils s'inscrivent dans ce cadre-là. Toutefois, il y a quand même quelques textes qui sont sortis. Donc dans les directives européennes, il y a des directives qui sont spécifiques aux produits cosmétiques. Je n'ai marqué que les directives qui parlaient des nanomatériaux ou des nanoparticules. Donc les produits cosmétiques, les biocides, les additifs alimentaires, tout ce qui est matériaux destinés à la qui entrent en contact avec les aliments et les informations des consommateurs sur les denrées. Donc je ne m'étendrai pas sur ce domaine-là puisque c'est extra-professionnel, mais d'ores et déjà, on devrait avoir des informations en tant que consommateur sur les nanos qui sont présents soit dans les aliments, soit dans les produits, quels qu'ils soient, que l'on utilise ou que l'on manipule dans notre vie de tous les jours. Au niveau des produits chimiques, il n'y a pas de règlement spécifique aux nanomatériaux ou aux nanoparticules. Ça rentre dans le cadre général aussi bien du règlement REACH que du règlement CLP. Donc si on a affaire à des nanoparticules, on devrait retrouver cette information, soit dans les fiches de données de sécurité qui nous sont transmises, avec une mention indiquant l'état nanoparticulaire. La difficulté avec les nanos, c'est que ce ne sont pas des nouveaux produits. Le TiO2, c'est du TiO2. Ce qui change, c'est son état de division et le fait qu'il soit à l'état nanoparticulaire. Mais le produit en lui-même, ce n'est pas un nouveau produit. D'où la difficulté d'intégrer ces aspects-là. Au niveau code du travail, je viens de le dire, c'est la loi de 91 avec les nanos s'inscrivent, si on peut dire, dans les substances et préparations chimiques, enfin dans ce qui concerne les produits chimiques d'une manière générale, dans la prévention du risque CMR si ils le sont, ou dans le risque d'incendie et d'explosion, puisque à l'état finement divisé, ils peuvent être source d'explosion. Le seul endroit où on va parler spécifiquement des nanoparticules, c'est dans le Code de l'environnement qui a introduit le principe de précaution, mais surtout la loi de Grenelle 2, où on dit que la prévention des risques pour la santé et l'environnement doit
prendre en compte les résultats de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire avec le décret de la déclaration de l'emploi des nanoparticules, enfin, qui a été promulgué, une des déclinaisons, un des décrets d'application de la loi du Grenelle II. Enfin, il y a un tas de normes, maintenant des normes sur les nanoparticules, des normes internationales, il y en a énormément. Donc la dernière famille de normes, c'est les ISO-TS 80004. Donc les parties 1 à 8 ont été déjà promulguées et les 9 à 13 sont en cours d'élaboration. La partie 1 donne tout ce qui est définition et je vais vous donner les définitions qui sont abordées dans cette norme. Pardon. La partie 2 va partir des nano-objets, etc. Enfin, il y a donc 13 chapitres qui vont être élaborés dans cette norme internationale. Alors, il y a aussi une définition au niveau de l'Europe qui est assez critiquable dans le sens où elle parle, enfin qui amène de la confusion dans le sens où il y a une quantité de nanoparticules dans un article qui rentre en ligne de compte et qui fait que ça donne des moyens de contournement par les différentes industriels qui étiquettent ou qui n'étiquettent pas justement sur la base de cette possibilité d'interprétation de cette définition. Alors les nanos, qu'est-ce que c'est? Donc nano, c'est jusqu'à présent, on vit dans le monde nano sans le savoir, on est un peu comme Monsieur Jourdain, on en fait sans le savoir. C'est une 10-9 mètres quand on parle du mètre, donc c'est extrêmement petit et du coup c'est assez difficile à appréhender même conceptuellement. Un chercheur, on lui dit que tu manipules des nanoparticules. Non, il manipule un produit pour faire une recherche, pour conduire une recherche, et l'état est assez difficile à l'œil nu, ça se voit bien évidemment pas. Par contre, on va peser des quantités, donc ce qu'on pèse, on le voit, on voit la manipulation, mais c'est une somme de nanoparticules, donc c'est assez difficile d'imaginer qu'est-ce que ça représente une nanoparticule de taille nanométrique. Alors, il y a plusieurs, toutes les définitions partent du même principe. La nanoéchelle va de 1 à 100 nanomètres. Donc 200 nanomètres, on n'est plus entre guillemets dans l'échelle nanomoléculaire. Or 0,2 microns, c'est 200 nanomètres, ça reste 200 nanomètres, mais stricto sensu, la nanoéchelle va de 1 à 100. Et un ou plusieurs dimensions externes peuvent être à la nanoéchelle. Donc si on a une dimension, 2 dimensions ou 3 dimensions, on va parler de nanomatériaux, de nano-objets. Et si c'est uniquement la structure interne qui est à la nanoéchelle, on ne parle pas de nanomatériaux. On va avoir des matériaux qui sont nanostructurés. Tous les équipements sportifs techniques qui sont déperlants, etc., sont des matériaux nanostructurés, donc à l'échelle nanométrique. Il faut prendre un microscope et à balayage ou à transmission pour voir la structure au niveau atomique, pour voir cette nanostructuration. Donc, et puis il y en a qui ne sont pas du tout nano, donc le problème est résolu. Mais un matériau nanostructuré, c'est un matériau macro que l'on peut manipuler. C'est qu'uniquement à l'échelle, c'est uniquement si on regarde à l'échelle du matériau qu'on va se rendre compte qu'il est fait d'assemblages qui sont nanostructurés. Donc l'électronique, la microélectronique rentre dans les matériaux semi-conducteurs que l'on utilise pour réaliser des composants sont nanostructurés, c'est-à-dire qu'on fait des motifs qui sont de l'ordre du nano, mais le composant qu'on prend, il n'est pas de taille nano, il est de taille micro. On peut le manipuler. Alors les définitions qui sont données par la mise à jour de la norme 80004 qui date de 2017, donc qui est relativement récente. Donc on parle de nanoparticules quand les trois dimensions externes sont à la nanoéchelle, donc ça c'est relativement simple.
on voit généralement, elles peuvent être sphériques, mais elles peuvent être aussi de forme un petit peu plus patatoïde, on va dire. On a des nanofibres lorsque deux dimensions externes sont à la nanoéchelle, et enfin des nanofeuillets lorsqu'une seule dimension est à la nanoéchelle. Et parmi les nanofibres, on va retrouver les nanophiles qui sont pleins, si on peut dire, des nanotubes. Les principaux, c'est les nanotubes de carbone dont on entend parler, qui peuvent être simple mur ou double ou multi-wall, multi-parois. Et puis les nanotiges et les nanoplaques ou les nanorevêtements qui vont venir sur un revêtement. Alors, bien évidemment, ces nanoparticules, elles ne restent pas toujours à l'état nanométrique. Elles peuvent s'agglomérer. Donc, un agglomérat de nanoparticules, c'est un ensemble de particules qui est faiblement ou moyennement lié. C'est-à-dire que si on a des possibilités de les disperser, et elles ont la possibilité de se disperser toutes seules sur une si on les manipule. Et on estime qu'un agglomérat, c'est lorsque l'aire de la surface externe est similaire à la somme des surfaces de chacun des composants. Donc en fait, on se rend bien compte que les liaisons entre les particules sont faibles puisqu'elles ne s'imbriquent pas l'une dans les autres, puisque l'aire est équivalente. Donc les forces de cohésion sont relativement faibles et on peut les briser, et elles peuvent de ce fait repartir dans l'atmosphère ou se répartir sur des surfaces. A l'inverse, les agrégats sont des ensembles de particules qui sont fortement liés ou qui ont fusionné, et leur aire de surface externe est inférieure et même significativement inférieure à la somme des aires de chaque particule. Et donc là, il y a une plus grande cohésion et on a beaucoup plus de mal à les séparer. Alors, elles peuvent rester dans le domaine, enfin les agglomérats peuvent faire en sorte que on n'est plus dans le domaine nano, mais on peut passer dans le domaine micro. Par contre, les agrégats, on peut avoir des agrégats qui restent, malgré le fait que ces particules aient fusionné, restent dans le domaine nanoparticulaire. Alors, pour essayer de se donner une représentation, qu'est-ce que c'est que ce monde des nanos, j'ai pris deux exemples. Il y a autant d'espace entre une orange et un nano qu'entre une orange et la Terre. Donc conceptuellement, on se dit, bon, effectivement, c'est quand même assez petit. Ou alors on peut partir d'un cheveu humain entre un nanotube de carbone simple paroi et une maison. Je trouve que c'est un petit peu moins parlant. Celle-ci, c'est parlant, mais ça ne permet pas c'est trop gros ou c'est trop petit, peu importe dans le sens dans lequel on se place, et on a du mal à voir l'impact sur l'emploi, l'utilisation, qu'est-ce que ça va pouvoir induire comme implication. Alors, on a été capable de découvrir les nanoparticules grâce à des progrès bien évidemment technologiques et l'apparition de l'AFM, d'un microscope à force atomique qui permet de voir les atomes et même de manipuler atome par atome. Et on a découvert ce monde-là grâce à l'avènement de cet équipement. Même si on s'en doutait avant, parce qu'on savait qu'il y avait des choses en dessous, ne serait-ce que les atomes, mais on n'avait pas le moyen de les visualiser. Donc en gros, le nanomonde, pour fixer les idées, l'ADN, c'est de l'ordre, un brin d'ADN, c'est de l'ordre de 2 nanomètres. Déjà, on voit que tout ce qui est globules rouges, on est déjà dans le micromonde, puisqu'on est plutôt de l'ordre de 8 microns, donc au-delà des 100 nanomètres. Puis bon, cela, c'est ce qu'on peut voir. Donc la perception de l'œil humain est de l'ordre de 10 microns, si je ne m'abuse.
ce qui est visible à l'œil nu, c'est autour de 10 microns. Alors bien évidemment, ça va dépendre d'un individu à un autre, mais c'est un ordre de grandeur. On est capable de voir jusqu'à 10 microns. Donc tout ce qui est en dessous, bien évidemment, il nous faut des moyens pour pouvoir les observer. Alors, un autre panorama de ces nanos, de ce monde nano. Donc les définitions, les gaz, on est en dessous du domaine nano puisque c'est atome par atome. Les fumées commencent dans les fumées que l'on va pouvoir émettre de manière, par des activités humaines ou par des activités naturelles comme les feux de forêt. On part du domaine nano et on va bien évidemment jusqu'au domaine micro. Les brouillards, on est à la frontière avec le monde nano. Les poussières, les sprays, on est plutôt dans le monde micro. Les types d'aérosols, dans les fumées de tabac, on retrouve des particules qui sont à l'état nanométrique. Les poussières de farine, les poussières de bois, on peut être à la frontière limite dans le domaine nanométrique. Et les fumées et poussières métallurgiques, dont on a déjà parlé ce matin, on est en partie, on a des particules qui sont dans le domaine nanomatériaux, nanomonde. Enfin, les bioaérosols dont on a parlé aussi ce matin, les virus sont dans le nanomonde, les bactéries sont déjà dans le micromonde, et puis cheveux, pollen, moisissures, tout ça, ça peut s'observer soit à l'œil nu, soit avec des moyens qui sont moins performants ou qui ne nécessitent pas les mêmes types de moyens que pour analyser et identifier les nanoparticules. Enfin, quelles sont les techniques séparatives qui peuvent être efficaces pour séparer, pour filtrer cet air en fait, qui peut être chargé en nanoparticules? Les filtres à charbon actif, par chance, sont relativement efficaces. De toute façon, on sait qu'on peut filtrer des gaz, donc ça va pouvoir filtrer également des nanoparticules. Les filtres ultra fins, dits EPA, ULPA, etc., ont des capacités de filtrer des atmosphères ou de l'air qui contient des nanoparticules. Il y a des électrofiltres qui sont donc revêtus ou qui permettent de prendre en compte, de décolmater, enfin pas décolmater, augmenter les performances de filtration des filtres et qui commencent dans le monde nano. Sinon, tout ce qui est centrifugation et filtres fins ne sont pas efficaces pour les nanoparticules. Alors, quelle est l'origine de ces nanoparticules? Il y en a une grande partie qui est d'origine naturelle. Donc tout ce qui est poussière végétale, tout ce qui provient d'éruptions volcaniques, qui provient aussi du cosmos, des feux de forêt, les embruns, le sel de mer. Donc toutes ces particules qui sont d'origine naturelle, l'homme s'y est habitué, sinon on ne serait plus sur Terre. Donc ce n'est pas ces particules-là qui posent problème. Le monde vivant synthétise aussi des matériaux à l'état qui sont nanostructurés, comme l'os, la nacre, le bois, le squelette de micro-organismes, la feuille de lotus qui est souvent l'emblème qui est repris et qui a permis dans le domaine des innovations technologiques du biomimétisme. Donc c'est en observant des feuilles de lotus qu'on est arrivé à faire des matériaux nanostructurés qui permettent d'avoir ces effets déperlants que l'on retrouve dans certains vêtements techniques. Donc tout cela ne pose pas de problème. Cela, je veux dire, c'est nanostructuré. Donc les produits que l'on trouve, le nacre, les os, sont gros, enfin sont dans le domaine macro. Mais si on regarde leur structure à l'échelle atomique, on verra qu'ils sont nanostructurés. Et puis après, il y a toute l'origine anthropique. Donc c'est celles, bien évidemment, qui vont nous poser problème. Donc celles qui sont produites non intentionnellement, on y est exposé tous plus ou moins. Tout ce qui est issu de procédés thermiques et mécaniques, de la même façon que quand on brûle,
on génère des nanoparticules, enfin un volcan, des feux de forêt, etc., tous les procédés qui vont aboutir à une combustion industriels vont également générer des nanoparticules. Donc on va retrouver tout ce qui est fumée de soudage, de découpe, de métallisation, etc. Donc, qui sont produites non intentionnellement, dans le sens où l'objectif d'un soudeur est de souder et pas de produire des fumées de soudure ou des nanoparticules qui soient pour être utilisées. Donc c'est bien une production non intentionnelle. Tout ce qui est émission de moteurs à combustion, donc là on y est confronté et on connaît un petit peu les impacts sans savoir au départ que ces émissions étaient dans le monde nano. On en a vu les effets sur les personnes. Et puis il y a celles qui sont produites intentionnellement ou manufacturées. Donc je vous en ai mis quelques-unes, mais la liste s'élargit sans arrêt. Donc tout ce qui est nanotubes de carbone, tout ce qui est TiO2, l'argent, la L2O3, la silice, l'or, on trouve des applications maintenant un petit peu dans tous les domaines de l'emploi, de l'utilisation de ces nanoparticules. Alors on est exposé en ville, alors c'est vraiment des chiffres, vous pourrez en trouver d'autres, ça varie, mais l'ordre de grandeur en ville c'est autour de 10 millions de particules par litre d'air, qui ont une dimension, dans ces 10 millions, il y en a qui ont des dimensions de 5 à 350 nanomètres, et bien évidemment, ça va varier avec le temps et avec l'espace, le lieu où on va se trouver. Dans les maisons, c'est pareil, on va avoir des concentrations qui vont être liées, qui vont varier d'une pièce à l'autre et qui vont être liées à l'activité, bien évidemment. Dans les cuisines, on va retrouver beaucoup plus de nanoparticules du fait de ces activités de cuisson que l'on a pour élaborer les repas. Voilà. Et donc, à chaque inspiration, on va inhaler 5 à 10 millions de particules, ce qu'on est en train de faire allègrement là tous ensemble. Et pour autant, ce soir, on ne sera pas malade. Alors, dans la vie de tous les jours, les nanomatériaux, maintenant, il y en a de partout. On l'a vu, il y en a dans les biocides, il y en a dans le domaine santé et bien-être, donc on va retrouver dans les produits solaires, dans les dentifrices, les cosmétiques, les pansements à l'argent qui ont des propriétés bactéricides, dans les médicaments. Donc je vous laisse vous reporter à différentes études articles qui viennent de Partiq dans 60 millions de consommateurs et donc Choisir récemment. Ils ont analysé un certain nombre de médicaments et plus de 4000 contiendraient des nanoparticules, notamment tout ce qui est antalgique, etc. Dans l'alimentation, alors pourquoi est-ce qu'on met autant de nanoparticules ? Bien parce que pour certains, ça va permettre de blanchir les produits. Tout le TiO2 est utilisé comme agent de blanchiment. Ça va permettre de faire briller les bonbons là qui sont, vous avez l'impression qu'ils vont être gluants quand vous les prenez. Ils ne le sont pas du tout, mais ils brillent. Et donc souvent, c'est lié à l'utilisation de nanoparticules, notamment de TiO2. Ça va améliorer dans les crèmes solaires la protection. Donc le TiO2 à l'état nanoparticulaire permet qu'on ne ressemble pas à un pingouin, mais que ça soit transparent. Je veux dire que la crème soit transparente et qu'on ne soit pas tout blanc. Ça va aussi participer à la protection contre les UV. Donc en fait, il y a des applications qui peuvent être particulièrement intéressantes. Par contre, on ne connaît pas leur pendant, quels vont être les effets sur la santé. Certains sont utilisés comme la silice, comme anti-agglomérant. Donc on va retrouver de ces agents dans les farines, dans tout ce qui est le sel, pour éviter justement qu'ils s'agglomèrent. Ça va être des agents de renforcement ou des épaississants dans certains produits alimentaires. Et puis les nanoparticules de carbone, tout ce qui est carbone, donc sous forme nanotube, sous forme fullerène. Les fullerènes, c'est ces espèces de billes, on dirait des ballons de foot selon la nombre de surfaces, qui vont pouvoir enserrer quelque chose, un nanomédicament ou une autre molécule à l'intérieur de cette sphère.
il y a beaucoup de recherches qui sont dans le domaine des nanomatériaux et des nanoparticules liées au carbone, parce qu'il y a de gros espoirs, notamment sur le stockage d'énergie. Celui qui découvrira la maîtrise du stockage de l'énergie, ce sera le roi, non pas du pétrole, mais le roi du monde. Donc beaucoup de recherches portent sur cette capacité à pouvoir stocker de l'énergie pour les véhicules du futur, mais pas que. Et c'est beaucoup à base, enfin, entre autres, avec du carbone. Et puis l'argent comme bactéricide, etc., etc. Je veux dire, la liste, elle est non exhaustive. Donc là, c'était simplement pour vous brosser un panorama du monde extra-professionnel. Si je reviens dans la partie professionnelle, enfin avant de revenir à la partie professionnelle, pourquoi est-ce qu'on est intéressé par ces nanoparticules ou ces nano-objets? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, la taille, on a vu qu'il pouvait être variable. Mais la taille va induire un comportement. On est en train de se poser des questions sur les nanotubes de carbone qui peuvent ressembler en termes de dimension à des fibres d'amiante. Donc est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un impact du même type au niveau santé, dommages, que l'amiante si les personnes respirent des nanomatériaux, des nanotubes de carbone? Le fait qu'ils soient très petits va permettre une dissémination extrêmement importante. Donc on voit que la quantité d'atomes à la surface pour une particule de 1 nanomètre et 5 nanomètres, donc on est toujours dans le monde nano, on a 92% d'atomes à la surface, donc ça veut dire que ces nanoparticules vont avoir une réactivité, notamment chimique, extrêmement importante, et ce qui explique que ça puisse avoir des propriétés totalement différentes. Et ces propriétés, on ne connaît pas tout, mais on sait que ça ouvre des perspectives extrêmement importantes. Et chaque fois, comme ça a été le cas pour l'amiante ou pour les éthers de glycol, chaque fois qu'on a des propriétés qui sont extrêmement séduisantes d'un point de vue industriel pour faire de nouveaux produits, il faut toujours se poser la question, mais si ça a des côtés aussi séduisants, quel va pouvoir être l'impact sur l'homme si ces particules pénètrent dans le corps humain. Donc ils peuvent avoir une très grande réactivité, et ce qui est intéressant, c'est que ça va changer, ou ça va leur conférer des propriétés physiques, chimiques, biologiques nouvelles ou hors du commun. Ça va pouvoir modifier leur résistance. Dans les raquettes de tennis, on met des nanoparticules de carbone, et ça leur donne une résistance bien plus importante qu'une raquette sans nano. Les fils aussi, les fils en nanocarbone, enfin en nanoparticules de carbone, sont extrêmement résistants, et parfois beaucoup plus que pour le même diamètre des fils en acier. Donc ça ouvre des perspectives extrêmement importantes pour des applications, quelles qu'elles soient, dans le monde industriel. Et puis il y a des propriétés qui changent, comme à l'état nanoparticulaire, l'or n'est plus jaune mais devient rouge. Alors je ne sais pas ce qu'on en fera, mais il y a des tas de propriétés qui peuvent être modifiées. Donc en fait, ce qui est important, c'est que pour une même quantité de produits, on va avoir un nombre de particules qui va être extrêmement important. Donc si on a un grand nombre de particules, on va pouvoir avoir plus de dissémination dans l'atmosphère ou au niveau du poste de travail, produits que l'on ne pourra pas voir puisque par définition ils sont invisibles, et donc ça veut dire qu'il va falloir imaginer d'autres façons de procéder. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on n'a pas d'exposition, puisque on va avoir quand même assez de mal à les identifier, et on peut pas passer des surfaces au microscope électronique ou à l'AFM. Je veux dire, on passe des échantillons, on passe pas un plan de travail ou quelque chose comme ça. Donc on va se retrouver confronté à un phénomène dangereux, enfin ça c'est classique, avec des personnes, et comment est-ce qu'on va essayer d'estimer
quels sont les événements déclencheurs qui vont pouvoir faire qu'une personne va être exposée. Est-ce qu'on va pouvoir mettre des moyens d'évitement ou de limitation pour éviter que le dommage se produise. Et le dommage, la cible peut être l'homme, ça peut être bien évidemment l'environnement, ou ça peut être également les infrastructures. Donc pour faire cela, comme on a très peu en fait le phénomène dangereux, la difficulté pour les nanomatériaux, c'est d'arriver à avoir une information sur les dangers, non pas de la famille, par exemple TiO2, mais du TiO2 qu'on va acheter à tel fabricant. Parce que l'impact, comme les particules sont petites, que les atomes en surface sont extrêmement importants, chaque impureté qu'on va retrouver en surface va pouvoir être extrêmement important et jouer un rôle important dans une contamination ou dans une exposition. Et donc, le moyen, la façon dont on fabrique ces nanoparticules, que ce soit par métallurgie, par CVD ou par dépôt chimique ou autre, va avoir un impact sur ces impuretés qu'on va retrouver en surface et donc va pouvoir avoir un impact sur l'exposition. Donc on n'a aucune information, il n'y a aucune étude ou il y a très peu d'études sur les produits qu'on achète. Il faudrait qu'il y ait que le produit qu'on achète ait été étudié, ce qui n'est jamais le cas. Donc, comme on n'a pas ces notions d'information sur le danger, on ne va pas attendre de les avoir pour se préoccuper de faire de la prévention. Donc, on va essayer de voir s'il y a des expositions, des contaminations qui peuvent se faire lors des phases d'utilisation de ces nanoparticules. Donc, bien évidemment, la démarche, elle est classique. On identifie les dangers. Là, on sait que c'est nano, mais on en sait à la limite guère plus. Voilà, on sait qu'on va manipuler des nanos. On va essayer d'évaluer les risques, donc notamment l'exposition en regardant la durée d'utilisation, la quantité manipulée, comment est-ce qu'on les met en œuvre, en mettant en place des moyens de protection collective, bien évidemment, et enfin en essayant de voir si on ne peut pas mettre une certaine métrologie, si on peut avoir une maîtrise, avoir une certaine assurance sur la maîtrise opérationnelle, quelles sont les maintenances qu'on va être obligé de faire sur les moyens que l'on utilise pour élaborer ou pour produire ces nanomatériaux, et bien évidemment il faudra contrôler leur efficacité. Donc c'est quand même un vaste programme quand on part de quelque chose dont on ignore finalement quels sont les dangers réels. Pardon. Donc en fait, la première étape, c'est de savoir comment est-ce qu'on les manipule, ces nanos. Est-ce qu'on les manipule sous forme de poudre, qui est la partie la plus dangereuse, puisque on va pouvoir les disperser? Est-ce qu'on les manipule dans un liquide, ou est-ce qu'on les manipule encapsulés? Donc selon la nature de cette la façon dont on va les mettre en œuvre, eh bien, on va bien évidemment avoir des moyens de protection qui vont être différents. Bien, quantité, durée, etc., tout va jouer. Après, on va se préoccuper de deux choses. L'environnement extérieur, est-ce qu'on en rejette à l'extérieur? Ou, et bien évidemment, l'environnement de travail. Donc dans l'environnement extérieur, ça va rejoindre ce qu'a dit Jennifer juste avant, est-ce qu'on va pouvoir avoir des rejets dans l'air, dans l'eau, dans les déchets? Et quelles sont les filières qu'on va pouvoir trouver pour les déchets? Est-ce qu'on va en remettre dans le sol? Est-ce que si on les stocke, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se disperser? Et dans la partie environnement de travail, est-ce qu'on va pouvoir avoir une présence dans l'atmosphère de travail ou une présence sur les surfaces? Pour moi, c'est deux choses complémentaires. Dans l'atmosphère, on rejoint le problème d'atmosphère explosive si on a des quantités importantes. Dans le domaine de la recherche, on n'est pas confronté à cette atmosphère explosive parce qu'on est quand même en quelques milligrammes, donc on n'est pas sujet à ce risque-là. Par contre, est-ce que les gens vont pouvoir être exposés et en inhaler? Est-ce qu'il peut y avoir un contact cutané? Et en fonction des habitudes que l'on peut avoir par contact cutané, si on met les mains à la bouche, si on les mains au visage, généralement les gens manipulent avec des gants, mais ça n'empêche que si on peut quand même en avoir au niveau de la peau.
Donc là, c'est la protection individuelle qui va permettre de se protéger, et bien évidemment avec en priorité une protection collective. Alors je ne m'étendrai pas parce que Jennifer, sa présentation était sur les voies de pénétration. Je vais donner juste les spécificités des nanoparticules. Donc le fait qu'on les manipule souvent, on les solubilise pour justement être en milieu aqueux et non pas en poudre, sous forme poudre qui est beaucoup plus dangereuse. Donc quand on est en milieu aqueux, c'est pas forcément aqueux d'ailleurs, ça peut être dans des solvants, donc on est confronté aux solvants qui peuvent être liposolubles et qui peuvent, s'il y a contact cutané, entraîner le passage des fines particules. Bien évidemment, la voie respiratoire, c'est la voie principale dans le milieu professionnel et ça le reste. Et puis la contamination main-bouche, lorsqu'on peut avoir une manipulation. La difficulté, c'est que il n'y a pas... les gens sont censés porter des gants, etc. Mais quand il y a un contact avec les mains, on ne s'en rend pas compte. Je veux dire, on n'a pas les mains sales. Si on répare sa voiture, si on a du cambouis sur les mains, on a cette sensation d'avoir les mains sales et l'envie de se laver les mains. Là, en plus, on manipule dans des salles blanches, donc généralement les gens portent des gants. Mais si par malheur ils ne les portent pas ou s'ils les enlèvent mal, on peut avoir une contamination au niveau des mains et après des mains et pouvoir porter les mains au visage ou à la bouche. Alors en matière de biomonitoring, à ce jour, il existe très peu de données, donc il n'y a pas de possibilité tellement de savoir s'il y a des expositions au niveau des personnes. Donc tout va reposer sur les moyens de prévention qu'on va essayer de mettre en place et notamment la protection collective en complément de la protection individuelle. Mais il y a quand même des projets de R&D qui se font jour, notamment avec des prélèvements au niveau du nez pour voir si au niveau des mucus qu'on a au niveau du nez, on peut retrouver ces nanoparticules puisqu'on sait qu'elles vont pouvoir passer. Est-ce qu'on a dans les condensats d'air expiré, est-ce qu'on peut retrouver des nanoparticules dans ces fluides biologiques? Donc à ce jour, ce sont des pistes de recherche, mais il n'y a pas de surveillance spécifique pour les nanomatériaux. Alors l'exposition, les effets sur la santé, la voie principale dans le milieu professionnel, c'est bien évidemment l'inhalation. Donc les produits vont pouvoir, les nanoparticules vont pouvoir pénétrer via le système respiratoire. On sait par des expériences qui ont été faites par Obendorfer que les nanoparticules au niveau du nez vont pouvoir chez le rat, ça a été mis en évidence chez le rat, vont pouvoir suivre le nerf olfactif et remonter jusqu'au cerveau. Donc ça, c'est une voie qui a été mise en évidence chez le rat. L'exposition des rats, les manips qui ont été faites, les rats étaient exposés à des quantités de nanoparticules qui ne sont pas le reflet d'une exposition professionnelle, mais qui ont permis de mettre en évidence que c'était une voie, un passage possible. Maintenant, est-ce que ça peut passer chez l'homme dans des conditions d'exposition humaine? C'est une question auquel, bien évidemment, on n'a pour l'instant pas de réponse. Comme ce sont des particules qui sont très fines, elles vont aller jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires, elles vont pouvoir passer dans la circulation sanguine et être distribuées à tous les organes, donc reins, foie, etc. Au niveau des voies respiratoires, elles vont pouvoir induire une inflammation respiratoire qui après peut se généraliser du fait de l'accumulation ou de la présence dans d'autres organes. Donc quand il y a des pointillés, c'est que c'est suspecté, ça n'a pas été... ça nécessite pour le passage des médiateurs chimiques et puis ça peut donner donc des effets cardiovasculaires. Alors en préparant, j'ai retrouvé 2 études qui ont été publiées relativement récemment, puisqu'il y en a une, c'est 2017 et l'autre 2015, qui montrent que pour le passage cutané, bien évidemment, si on a une blessure, ça va pouvoir passer, mais ça c'est vrai pour d'autres, c'est vrai pour les nanoparticules et pas que pour elles. Jusqu'à 20 nanos, ça passerait. Celles compris entre 20 et 45 nanos passeraient si bien évidemment la barrière cutanée était endommagée. Et au-delà de 45 nanos, a priori, ça ne passerait pas. Donc, étude récente.
Et de la même façon, comme l'a dit Jennifer tout à l'heure, si on en a inhalé et qu'on les recrache, si on les recrache, elles sortent du corps, on n'en parle plus. Si on déglutit, on va retourner dans la voie intestinale. Et donc là, le dioxyde de titane serait capable de franchir la barrière intestinale et de passer dans le sang. Et donc on revient à la même problématique que pour l'inhalation, la distribution dans les différents organes du corps humain. Donc ça, c'est pas tant les effets que les possibilités de passer dans le corps humain, et les perturbations auxquelles on peut s'attendre sont les perturbations de certaines fonctions, notamment l'immunité, ou de certaines fonctions cérébrales. Je veux dire, ça peut être... il y a une suspicion d'incrimination des nanoparticules dans certaines maladies, alors qui ne seraient peut-être pas à l'origine, mais qui favoriseraient ou déclencheraient ou aideraient. J'ai bientôt fini. Alors, j'ai essayé de vous faire une synthèse parce que si on parle de la protection, on peut y passer des heures. Mais en gros, dans les activités de recherche, on a 3 cas. On a le cas où on manipule des nanoparticules de carbone. Donc on va les peser, on va les solubiliser et on va les utiliser. Le deuxième cas, c'est lorsque on fait de la croissance de nanoparticules sur un substrat. Donc là, on est plutôt dans la phase encapsulation, parce qu'elles sont fixées à un support. Généralement, elles tiennent bien. Puis le troisième cas, c'est les nanoparticules qui vont être générées de manière non intentionnelle pour faire des composants de semi-conducteurs spécifiques, c'est-à-dire pas à base de silicium, mais à base d'éléments 3 et d'éléments 5, élément 3 de la colonne de Mendeleïev, élément 5, donc comme l'arsénure de gallium, le phosphure d'indium. On va d'abord faire croître des matériaux sur un substrat d'ASGA par exemple, sur lequel on va ensuite faire des procédés technologiques. Donc la croissance de la croissance de couches cristallines sur un substrat 3,5 se fait atome par atome. Donc on comprend bien que si on a un dépôt sur un substrat, on va aussi en avoir dans la chambre de dépôt. Donc en fonctionnement normal, ce n'est pas un souci, mais toutes les phases de maintenance, on va pouvoir remettre à l'atmosphère quand on ouvre. Il faut bien nettoyer, puis quand on nettoie, ça peut être du grattage, ça peut être de l'essuyage, mais enfin, on va pouvoir mettre à l'atmosphère. Alors, il y a une vingtaine d'années, on avait fait des mesures, même plus, on avait fait des mesures au niveau du sol, et on retrouvait des particules d'arsenic. Alors, l'arsenic, c'est un oligoélément, donc on en a besoin, et on est en plein dans Paracels, sauf que c'est aussi un toxique important, et que l'arsenic ne reste pas sous forme arsenic, il s'oxyde extrêmement rapidement à l'air, donc il fait de la SDO3, qui est un cancérogène catégorie 1, et il fait aussi, quand on a de l'humidité, quand on ouvre une chambre de croissance où on a utilisé de l'arsenic, on va avoir pendant une phase transitoire, le temps que l'oxygène et l'humidité de l'air rentrent en contact et réagissent avec les couches qui sont au niveau de la chambre de réaction, on va avoir génération d'arsine ASH3, donc qui est un gaz particulièrement toxique. Donc on sait qu'on part d'arsenic, mais au final, quand on ouvre, on n'a pas que de l'arsenic, ou on a de l'arsenic sous une autre forme, et la SDO3 est sous forme particulière. On a pu faire, dans le cas de NanoInnov, en 2007, des mesures avec le CEA, et on a vu qu'on avait des particules. C'était pas sur l'arsenic, mais c'était sur un autre composant qui rentre dans ces ternaires qui sont faits pour faire des matériaux semi-conducteurs. C'était sur du gallium, et on était centré autour de 10 nanos. Donc extrêmement bas, difficile à détecter, pas tellement de détecteurs, et puis il n'y a pas de détecteur pour 1, pour 2, pour 3, donc une problématique de métrologie qui est assez difficile. Donc pour cela, on sait qu'on va, quand on faisait des mesures dans l'atmosphère, on n'en trouvait pas, parce que les moyens de prélèvement d'air qu'on avait à l'époque, si on se basait sur les techniques de l'INRS ou du NIOSH, les filtres étaient trop gros et les particules passaient à travers. Mais on en retrouvait au sol, donc peu importe
À l'époque, on ne parlait même pas de nano. L'objet n'était pas de savoir si c'est nano ou pas nano. Le fait d'en retrouver fait qu'on savait que ça passait par l'air, donc il fallait mettre en place des moyens de protection. Donc généralement, dans ces pièces où on va manipuler des nanos, on va faire en sorte de mettre un sas, de façon à isoler les parties extérieures du laboratoire, le mettre en légère dépression, de façon à ce que si on a la moindre fuite au niveau de la zone de travail ou de l'équipement, eh bien, on ait de l'air qui rentre dans le labo et pas de l'air qui sort du labo. On va mettre un local technique pour pouvoir mettre tout ce qui est soit bruyant, ce qui n'a rien à voir avec les nanos, soit des choses que l'on va essayer de confiner, parce que l'idée après c'est de pouvoir nettoyer. Donc s'il faut qu'on nettoie, il faut qu'on ait le moins de choses possible, donc mettre dans des endroits que l'on maîtrise, où on sait que l'on ne va pas se retrouver avec des nanos, hors du laboratoire. On va avoir des appareils de filtration mobile, type aspirateur industriel, tous avec des dispositifs de classe H, donc des filtres H14 au minimum ou H13, H14. On ne va pas utiliser d'outils dispersifs, ce qu'on trouve dans les laboratoires, les soufflettes pour nettoyer, c'est banni. On va avoir des équipements de protection collective avec du capotage à la source, mais quand je dis à la source, c'est vraiment au plus près du point d'émission, parce que ces particules sont tellement fines, sont tellement petites, que si on les met à l'atmosphère, elles vont être emmenées comme un polluant de l'atmosphère et elles vont pouvoir être dispersées et pouvoir se déposer, mais extrêmement loin de leur point d'émission. Donc il faut capter vraiment au plus proche. Et puis, alors, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est en cours, c'est des moyens de contrôle. C'est assez difficile, c'est assez difficile on peut avoir on peut faire des prélèvements, mais c'est ponctuel, ça nous donne une image. Pour avoir du contrôle en continu, on va mettre en place, comme pour le contrôle des salles blanches, un analyseur de particules. On va caractériser l'atmosphère sans nano, l'atmosphère extérieure, comme si on était dans cette pièce. Et puis après, on va caractériser les nanos qu'on utilise. Et puis on va faire un différentiel après dans l'environnement de travail pour voir si on en émet dans cette atmosphère. Puis tout ce qui est rejet, eh bien, on va mettre en place des filtres, toujours du même type. On va récupérer les déchets, on va essayer de voir si on peut les... Alors pour l'instant, il n'y a pas de filière, ça part dans des filières classiques. Il n'y a pas une filière particulière pour les nanos, parce qu'ils ont des filtres qui permettent. Éviter, supprimer le recyclage, même si on est en salle blanche, pas de recyclage. Donc c'est des coûts qui sont quand même relativement élevés, parce que dans le fonctionnement d'une salle blanche, le coût le plus fort, c'est bien évidemment la gestion des débits d'air. Et puis avoir des sols et des parois qui sont facilement nettoyables. Donc ça veut dire que pas de carrelage avec des joints, parce qu'un carrelage à nettoyer, ça ne se nettoie pas. Bien évidemment un étiquetage, des postes dédiés, par exemple des postes de pesée avec, on ne voit pas, mais on a des postes de pesée où on a un filtre absolu, type H14, et un filtre charbon actif lorsqu'on solubilise, comme ça on piège les solvants et on piège les particules. Donc voilà un petit panorama de ce que l'on peut faire au niveau des moyens de prévention que l'on peut mettre en place lorsqu'on manipule des nanos, même si on n'a pas connaissance de toutes les caractéristiques de danger des nanoparticules. Là, je vous ai mis simplement, c'est le NIOSH qui a élaboré un guide de gestion du risque. En fait, ça revient un peu à ce que je vous ai dit. La façon dont on manipule les produits, eh bien, se poser des questions. Sous quelle forme, les quantités, l'activité, est-ce qu'on peut mettre de la métrologie, comment est-ce qu'on organise l'activité dans cette entreprise, et puis les moyens de protection collective, d'individuels. Alors il se trouve que les EPI, les tests qui ont été faits sur les gants, a priori, on a une relative bonne protection avec notamment des nitriles, ça ne passe pas à travers. Donc ça c'est juste une espèce de guide et ça ne parle pas si c'est des activités de recherche ou pas. Et donc en conclusion,
Suppression du danger, ça serait de passer à l'échelle micro, mais ça, c'est un petit peu difficile quand on étudie les nanoparticules, donc ça, on oublie. C'est par contre d'intégrer, à partir du moment où on a un projet pour la manipulation, c'est d'intégrer dès la conception tous ces aspects qui sont liés à la manipulation, le cheminement des personnes, les produits, comment ils rentrent, comment ils sortent, comment on les récupère, les déchets, dans quoi on les met, comment on les évacue, etc. Donc tout ce qui est conception intégrée, bien évidemment en faisant la part belle à la protection collective, ça peut être des choses très simples, hein, comme des petites hôtes, pas gonflables, mais manipulables, mobile, où ça va de la boîte à gants à la Sorbonne. La Sorbonne, ce n'est pas forcément le meilleur équipement parce qu'on a des vitesses d'air qui peuvent être incompatibles avec les particules. Alors, si c'est pour solubiliser, si c'est en milieu liquide, ça ne pose pas de problème. Pour de la pesée, faut oublier, sinon on en met un peu de partout. Après, bien évidemment, c'est les protections individuelles. Puis un petit point d'humour, quand on a fait tout ça, si on n'y arrive pas, quand il pèse, on ne respire pas. C'est la procédure. Voilà, je vous remercie. Je vous ai mis quelques références sur le sujet. Merci beaucoup, Chantal. Oui, j'ai une question par rapport à votre métrologie. Est-ce que vous avez travaillé avec l'INRS par rapport à des essais Est-ce que vous avez utilisé le GRIM en fait en tant que compteur? Non. Quand on a fait l'étude avec le CEA, ils ont testé à peu près, ils avaient acheté tous les compteurs, de différentes natures qui pouvaient être utilisés, et on s'est rendu compte qu'ils avaient tous des avantages et des inconvénients, et qui pouvaient, selon le type de nanoparticules que l'on avait, il fallait plutôt utiliser un qu'un autre. Et en recherche, c'est impossible. Je veux dire, ça change, ça varie. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer de faire différemment, d'essayer de caractériser l'atmosphère. Est-ce que, oui ou non, le labo auquel je pense, c'est un labo où on fait du spray. C'est-à-dire qu'on solubilise, on pèse des nanotubes de carbone, on les solubilise, et après on les projette. Donc l'équipement est dans une Sorbonne, mais est-ce que c'est suffisant ou pas? Et donc moi, mon idée, c'était plutôt d'essayer de voir si les moyens de protection que l'on avait mis en place étaient efficaces ou pas, et si je retrouvais des nanos dans ma pièce sans pouvoir ni les quantifier. C'était plutôt la présence. Est-ce que j'ai ou pas, est-ce que c'est efficace ou pas, avant d'aller à une étape supérieure. Parce que pour les nanotubes, pour l'instant on fait des nanotubes, mais on en fait pousser sur des substrats, et tout ce qui est croissance de matériaux semi-conducteurs, là c'est l'arsenic, c'est le gallium, c'est l'indium, je veux dire, j'en ai trop, et je ne saurais pas comment faire pour caractériser cette atmosphère. Donc du coup, l'idée, ça serait plus de caractériser l'atmosphère avant, quand tout va bien, dehors, pour savoir ce qu'on souffle, parce qu'on va souffler des nanoparticules forcément. Alors on a des filtres absolus, donc avant, après, pour voir qu'est-ce qu'on retrouve après. Et puis si on en met à l'atmosphère, dans la pièce, eh bien avoir là un système d'alerte lié à cette... en fait, c'est un analyseur, c'est une diode laser qui va nous analyser entre, j'ai plus en tête la gamme, mais je ne sais plus si c'est quelques dizaines de nanomètres. C'est un analyseur en continu en fait? Oui. Donc on est en cours, c'est en cours de test aussi à l'Institut Pasteur. Donc on est en train, alors c'est pas forcément pour les nanos, c'est plus pour le contrôle, un autre contrôle. Mais on est en train de mettre ça en place avec une petite société.